Les vases du C, tome 3, l'Italie pour le meilleur et pour le pire. Suite. Mardi 10 avril 2001. Éléonore reprenait le travail, mais il n'était pas question qu'elle arrête d'allaiter Lisa. Dès le retour de Saint-François, elle avait privilégié le sein, ne réservant le biberon que pour permettre à François de s'occuper de son petit trésor. Sa fille était un bébé calme et souriant, qui gazouillait ou poussait des petits cris aigus dès qu'elle entendait l'un de ses parents. Depuis quelque temps, elle donnait des coups avec ses mains et ses pieds pour s'amuser lorsqu'elle était sur le dos. Elle examinait ses orteils, ses pieds, ses doigts et les objets, se demandant peut-être ce qu'elle pouvait faire avec. Elle tâtait parfois son pouce, mais cessait généralement pour écouter les sons qui l'entouraient, en regardant tout autour. La musique occupant beaucoup de place dans la vie de ses parents, elle tournait la tête pour localiser leur voix ou la source de musique, qu'il s'agisse du lecteur CD, de la guitare de sa mère ou du piano de son père. La jeune infirmière avait repris la danse à la fin du mois de mars et emmenait toujours Lisa avec elle. Steph avait été content de la revoir à l'Académie Danse Passion. Il allait enfin retrouver sa partenaire préférée. Et surtout, ni Éléonore ni François n'avaient omis de fêter à leur manière leur première rencontre le 30 mars et leur premier baiser après leur premier resto ensemble le 6 avril. Dans la perspective de la reprise du travail, le couple avait réussi à obtenir une place en crèche, juste à proximité de l'hôpital. Une semaine avant la reprise du travail, Éléonore avait amené Lisa et était restée avec elle. Puis les jours suivants, elle l'avait laissée progressivement un peu plus de temps à chaque fois. Il était convenu que lorsqu'elle ou François auraient des horaires ne leur permettant pas de la récupérer suffisamment tôt, l'une des deux grand-mères viendrait la chercher. Le jour de sa reprise, Éléonore était de journée. Elle avait donc covoituré avec François, et tous deux avaient pu déposer leur petit bout à la crèche, avec une réserve de biberon de lait maternel. Elle tirerait son lait lors des pauses afin de maintenir la lactation. L'équipe était ravie de la retrouver en forme, épanouie par sa maternité. Quant à Éléonore, elle était contente de retrouver ses marques dans le service et exercer le métier qui la passionnait. Elle reprit rapidement ses automatismes. La seule chose qui différait, c'était l'absence de François comme chef de clinique. Mais il exerçait 2 étages plus haut dans le même bâtiment et elle n'était pas dans l'inconnu puisque Max avait repris le poste de son ami depuis le début de l'année. Les deux parents se retrouvèrent pour déjeuner ensemble. Ils étaient tous deux dans leur bulle, se regardant comme au premier jour, se prenant la main à tout bout de champ. Seul Max osa les interrompre en s'installant d'office à leur table. Ils revinrent en médecine interne tous les trois, mais le couple abandonna le nouveau chef de clinique au premier étage, pour aller s'enfermer un moment dans le bureau de François, pour s'embrasser sans témoin. La jeune femme avait fini avant son mari. Elle alla donc récupérer Lisa avant 17 heures. Il pleuvait et le vent était assez violent. Elle renonça donc à la promenade dans le parc et retourna dans son service pour présenter sa fille à ses collègues et lui donner la tétée dans la salle de pause, avec quelques infirmières et aides-soignantes autour qui gagatisaient avec le bébé. Puis elle rejoignit François dans son bureau, avant le retour à leur appartement de la rue de Leca en famille. Dimanche 20 mai 2001. Après une fin avril et un début de mois de mai pluvieux, le temps s'était enfin mis au beau depuis le 8 mai. Les températures du week-end précédent avaient même été estivales, du moins le samedi, puis étaient redevenues tempérées. Ce dimanche après-midi, ils avaient donc pu se promener sur les quais avec Lisa, la main dans la main. Éléonore n'avait pas perdu son habitude de ramasser les déchets quand elle envoyait. Ils étaient rentrés pour qu'Éléonore donne le sein à leur bébé. Il était 17 heures. François adorait voir sa femme allaiter leur fille. Celle-ci téta goulûment pendant un bon quart d'heure et après avoir vidé le premier sein, continua avec le second. Elle finit par lâcher le mamelon et sa mère la souleva, la prenant contre elle pour lui tapoter le dos afin qu'elle fasse son rot. L'enfant avait fini de téter, mais semblait vouloir jouer avec le sein maternel. Parfaitement réveillée, elle gloussa en direction de son père. « François, tu peux t'occuper de Lisa ? Elle a mangé et elle a envie de jouer, dit-elle en lui tendant le bébé. Je vais prendre une douche avant d'aller chez Sarah et Max. » Lisa agita les bras en souriant à François,
qui lui rendit son sourire et la prit. « Tu as le sourire de ta mère, Lisa, dit-il en la prenant dans ses bras. Le bébé le dévisagea, émit un gazouillis, sourit de nouveau. François sentit son cœur fondre. Sa fille dans les bras, il s'installa au piano pour jouer quelques accords d'une main, puis il se rendit dans la chambre du bébé pour la changer. Éléonore vint récupérer Lisa, qui s'était endormie dans les bras de son père, et la coucha dans son lit. Lorsqu'elle revint dans le salon, François n'était toujours pas allé se doucher. Elle l'enlaça. « Tu fais la grève de la douche ?» Pour toute réponse, il l'entraîna dans la chambre. « J'ai tellement envie de toi, Éléonore, » dit-il d'une voix rauque, et, tremblant d'émotion, il la prit dans ses bras et la couvrit de baisers. « Je t'aime comme un fou. » Une onde brûlante parcourut Éléonore, qui lui rendit ses baisers avec fougue. La chaleur inondait son ventre, et l'ardeur de François la faisait frissonner de désir. « Éléonore, tu es toujours prête à chaque fois que je le veux, depuis le début. Moi aussi, je suis toujours aussi dingue de toi. Et quand je vois que tu me désires, avec cette lueur dans tes yeux, c'est plus fort que moi. J'ai envie de toi. Et moi, pour avoir envie de toi, je n'ai qu'à te regarder. » Leurs lèvres se cherchèrent, et Éléonore se blottit contre lui, alors qu'il l'étreignait avec passion. Il réfréna son impétuosité, s'étonnant de cette fin d'elle sans cesse ranimée, en sentant son corps souple et ferme contre le sien, ses bras autour de son cou. Il glissa ses mains sur le galbe de ses seins et se pencha pour embrasser le creux de son cou. Éléonore relâcha son étreinte et François lui enleva sa robe et dégrafa son soutien-gorge. À la vue de son corps nu, le jeune homme retint son souffle. Il caressa sa peau douce et étreignit ses seins, titillant à des mamelons durcis et mordillant l'autre. Des ondes de plaisir submergèrent la jeune femme qui ferma les yeux et s'abandonna aux délicieuses caresses. Elle ouvrit les lèvres quand il l'embrassa pour que sa langue poursuive son exploration. Il caressa la peau soyeuse de son dos. La réaction passionnée d'Éléonore décupla son ardeur et son membre viril durcit encore. « Mon Éléonore, j'ai envie de toi, souffla-t-il. Viens, mon amour. » D'un geste vif, il enleva ses vêtements, il la poussa légèrement sur le lit, ouvrit ses cuisses pour exposer ses lèvres humides. Il la fouilla de sa langue. Elle étouffa un cri et s'offrit davantage. Il chatouilla le clitoris durci d'un petit coup de langue, puis plongea dans la fente accueillante, retrouvant le goût de sa féminité qu'il adorait. Chaque baiser, chaque caresse déclenchait des vagues brûlantes qui se propageaient dans tout le corps d'Éléonore. Sa respiration devint haletante, et les râles de plaisir qui lui échappaient excitèrent François, qui la fit basculer sur le côté. Il se plaça derrière elle et la pénétra doucement. Éléonore tendit ses fesses vers lui pour le sentir entièrement. L'incroyable chaleur de son accueil arracha un cri à François. Saisissant ses hanches, il commença un lent va-et-vient, puis sa main chercha son clitoris qu'il caressa, pendant qu'Éléonore se tendait vers lui pour qu'il la pénétrât au plus profond. La sentant prête à exploser, il accéléra, et elle hurla sa jouissance au risque de réveiller Lisa, aussitôt rejointe par François. Ils restèrent soudés l'un à l'autre un moment, puis Éléonore se dégagea. « Je n'ai plus qu'à reprendre une douche. Et si nous la prenions ensemble, dit François. Alors viens. » Ils se précipitèrent dans la salle de bain, et sous la douche, de nouveau, ils s'embrassèrent, se caressèrent, ravivant leur désir. Éléonore, les bras enroulés autour du cou de François, leva une jambe et posa son mollet sur son épaule pour qu'il la pénètre de nouveau, debout. Seule une danseuse pouvait se permettre ce genre de fantaisie. Ils venaient juste de sortir de la salle de bain quand Lisa les rappela à l'ordre. Éléonore se rhabilla et alla la chercher pour lui donner son bain avant d'aller chez Sarah et Max, qui les avaient invités à dîner. Le couple n'avait pas à aller très loin pour se rendre à l'invitation, puisqu'ils étaient voisins de palier. Ils débarquèrent avec Lisa en pyjama dans sa turbulette et l'installèrent dans son transat. Comme Lisa a grandi en quelques mois, s'émerveilla Sarah. Et elle est si belle. Elle a les yeux de François, mais elle te ressemble. Éléonore sourit du compliment adressé à son bébé. On voit vraiment maintenant que tu es enceinte, Sarah. Comment te sens-tu ? Depuis que je n'ai plus de nausées le matin, je me sens bien.
forte et vigoureuse, quoique je me fatigue encore vite. J'aime dormir tard et faire la sieste dans la journée, et si je reste longtemps debout, j'ai mal au dos. C'est à peu près normal, tu ne crois pas? Dit Éléonore en souriant. Et ta première échographie? Tout va pour le mieux. A priori, notre bébé a été conçu vers le 26 février. Tu vois, nous avons fêté ton anniversaire à notre manière. Donc je devrais accoucher fin novembre. Au moins cette année, tu auras les 2 fêtes de fin d'année en repos, dit Éléonore en riant. Mercredi 20 juin 2001. Tous les Vass et les Mazzella avaient débarqué sur les terres écossaises pour le mariage de David et Lindsay. Ils étaient tous arrivés à Inverness par le vol Air France vers 17 heures, les Mazzella ayant d'abord pris un vol Naples-Paris. Sur la côte nord-est du pays, Inverness marquait le début des Highlands, avec ses grandes étendues vertes, un territoire de légendes et de contes. Sur la route, ils avaient été confrontés aux premières ambiances écossaises. Après quelques gouttes tombant du ciel gris, les nuages s'étaient peu à peu dissipés pendant la vingtaine de minutes de leur trajet entre l'aéroport et leur hôtel, situé dans le centre de la ville, au bord de la Ness, sur la rive opposée à celle du château. La première fois qu'Éléonore était venue en Écosse, c'était lors du concert de Prince à Glasgow, le 28 juin 1992. Elle venait de passer 10 jours à Londres et 2 à Manchester, les 2 seules étapes britanniques de la tournée Diamonds and Pearls. Autant dire qu'à l'époque, elle n'avait rien vu de la vallée de la Clyde ni des Highlands. Cependant, la jeune infirmière y était revenue en vacances quelques années plus tard et connaissait donc un peu le pays dont elle appréciait les paysages sauvages, notamment le parc de Cairngorms. Elle adorait Inverness et les Highlands. Elle trouvait à cette ville balnéaire remplie d'histoire un charme particulier. Et les Highlands lui avaient semblé un endroit parfait pour elle qui aimait la faune et les grands espaces. À l'époque, elle avait aussi apprécié l'ambiance de la capitale, Édimbourg, avec sa forteresse perchée sur son rocher, sa vieille ville médiévale, ses festivals estivaux et ses pubs animés. Elle entretenait en outre des liens particuliers avec l'Écosse, puisque ses lointains ancêtres du Say descendaient de Robert de Bruce, un chevalier normand de Guillaume le Conquérant. Le premier roi d'Écosse descendait d'un autre Robert de Bruce, petit-fils du chevalier normand et fondateur de la maison de Bruce. Et la jeune infirmière était issue de Luce, une des sœurs de ce petit-fils du compagnon du conquérant. Les ruines du château d'Urquhart, dans les Highlands sur les berges du Loch Ness, où avait été couronné le premier roi Robert Ier Bruce, constituaient un rappel de ce passé plutôt violent du pays. Les Vass et les Mazzella avaient été accueillis par David et Lindsay, accompagnés des parents de cette dernière et de son jeune frère Sean, âgé de 23 ans. Quand ce dernier vit arriver les 3 frères de David avec leurs compagnes, il ne sut où donner de la tête entre la brune Gabriella, la rousse Claudia et la blonde Éléonore, sans oublier la cousine Laura, brune elle aussi. David fit les présentations pour ses beaux-parents et son beau-frère. Je vous présente mes parents, Jean et Chiara, et juste à côté de ma mère, ma nonna Antonella, qui vit à Ischia avec mon oncle Alberto et sa femme Margherita, que voici. Ils sont propriétaires d'un hôtel à Ischia. Ensuite, vous avez Matteo, mon cousin et fils d'Alberto, avec sa femme Vittoria, qui travaille aussi pour l'hôtel. Et voici Lucrezia, leur fille. Ici, voici Laura, la sœur de Matteo. Elle vit à Rome, où elle enseigne l'allemand et le français. Et juste à côté, il y a sa meilleure amie, Gabriella, qui est kinésithérapeute à Rome, enfin, plus pour très longtemps, puisqu'en septembre, elle va épouser mon frère Laurent et va venir vivre en France. Laurent est architecte. Ensuite, voici mon petit frère Louis, qui enseigne la guitare au conservatoire, et sa petite amie Claudia, qui est professeure de danse à Munich. Enfin, mon frère aîné, François, médecin, et sa sublime épouse Éléonore, qui était également danseuse et qui a dansé dans le monde entier, avec Tina Turner, Prince et Michael Jackson, entre autres. Elle danse toujours d'ailleurs, mais plus au niveau professionnel. Elle est aujourd'hui infirmière, et ils sont les heureux parents de Lisa, 5 mois. Je n'ai jamais vu un bébé aussi sage et souriant. Pour préciser, Claudia est la sœur d'un ami danseur d'Éléonore.
Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Sean regardait tour à tour les compagnes d'Evas. Il était plus attiré par la rousse et la blonde, et n'en crut pas ses oreilles quand il entendit le parcours d'Éléonore. Il se lança et lui posa les questions qui lui brûlaient les lèvres à propos de son idole, Michael. Il lui parlait lentement afin de se faire comprendre et fut surpris quand la jeune femme qui portait son bébé en écharpe lui répondit dans un anglais parfait, avec cependant un léger accent qui lui fit remarquer. « C'est normal, lui répondit-elle. Je parle anglais depuis toute petite et j'ai vécu un moment à New York, quand je faisais partie de l'Alvin Ailey American Dance Theatre. J'ai ensuite fait partie de la troupe de Prince pendant sa tournée Diamonds and Pearls en 1992. J'ai beaucoup travaillé aux USA, que ce soit pour des clips ou des émissions télé. Et Michael, comment l'as-tu connu ? Par l'intermédiaire d'un ami danseur qui avait été recruté pour sa troupe lors d'une audition, alors que moi j'avais été recrutée par Prince. Grâce à lui, j'ai pu assister à des répétitions avec Michael, danser avec lui et bénéficier de ses conseils. Elle lui raconta ce qu'elle connaissait de Michael, comme elle l'avait déjà raconté à Louis. François la tenait enlacée contre lui. Il ajouta à l'attention de Sean : « Tu n'es d'ailleurs pas le seul fan inconditionnel de Michael. Mon frère Louis ne jure que par lui. Vous aurez un sujet de conversation tout trouvé. Vous parlez tous anglais dans la famille ? Tous mes frères le parlent, ainsi que Claudia et Gabriella, mais la plus polyglotte est Éléonore, répliqua François en contemplant sa femme avec amour. Et toi, Sean, que fais-tu dans la vie ? Demanda Éléonore. Je viens de terminer mes études de biologie à la Sorbonne. À Paris ? Mais pourquoi Paris pour la biologie ? Tu fais quoi exactement ? Je suis biologiste marin. Je viens de terminer un master international en ressources biologiques marines. Seules 9 universités proposaient ce programme, dont la Sorbonne. Sinon, il y avait aussi Galway, Gand pour les plus proches. Mais j'ai préféré Paris. Donc j'y ai vécu 2 ans et prochainement, je vais avoir un poste dans la réserve marine de l'île d'Arran. Cela doit être un métier passionnant. J'aimerais qu'on en parle un petit peu plus tard, si tu veux bien. Je m'excuse, je vais aller voir Nonna avec François. Elle n'a pas encore vraiment vu sa deuxième arrière-petite-fille. À plus tard, et en français, car si tu as vécu 2 ans à Paris, tu le parles certainement, dit-elle avec le sourire qui désarmait tous ceux avec lesquels elle discutait. Éléonore et François s'éloignèrent la main dans la main. Il les regarda avec envie. Ce que j'aimerais rencontrer une fille comme elle. Ils vont si bien ensemble. C'est sûr qu'à côté de lui, je ne fais pas le poids, se dit-il. Tout le monde devait se retrouver pour dîner. Ils avaient fait auparavant un tour dans cette jolie ville d'Inverness, située entre une embouchure de la mer du Nord et les terres mystérieuses des Highlands, avec ses bâtiments de briques rouges, plus que jolis, avec leurs détails de style néo-gothique. Quand Éléonore apparut dans sa robe fourreau rouge, tous les regards se tournèrent dans sa direction. Sean se dit à ce moment-là que la blonde était décidément la plus belle des compagnes des frères Vasse. Éléonore, elle, se dirigea avec François vers Nonna, Alberto et Margherita. Elle avait dans les mains un paquet de livres et en donna 3 à Nonna et 2 livrets à Alberto. François, lui, portait Lisa dans son transat. Ils laissèrent Nonna et son fils regarder les livres. Il y avait Les Amoureux de Venise, dédicacés par Alan Wilson, ainsi que les livrets avec les photos de grossesse et celles de Lisa avec ses parents par le photographe américain. Les dernières photos du bébé dataient du jour de l'anniversaire du mariage civil d'Éléonore et François, le 4 juin. C'était en effet ce jour-là qu'Alan Wilson avait décrété de débarquer pour leur faire une surprise. Fort heureusement, le couple s'étant marié religieusement en Italie le 5 juin, 1 an après leur mariage civil, ils avaient décidé de fêter leur anniversaire de mariage le 4 les années paires et le 5 les années impaires. Le photographe n'avait donc pas dérangé leurs plans et ils avaient pu fêter leurs 2 ans de mariage dans l'intimité, le 5, comme ils l'avaient prévu. Les livres circulèrent dans les mains des Italiens qui n'avaient pas encore vu les photos. Laura fut surprise de voir ses cousins dans un livre publié par le célèbre Alan Wilson. Sean, qui était à côté, n'en perdait pas une miette. Le couple dut de nouveau expliquer comment ils avaient connu le photographe à Venise, comment il les avait en quelque sorte piégés, puis comment ils avaient tissé des liens d'amitié depuis.
Laura trouva les photos de Venise superbes, mais craqua pour les photos de la fin de grossesse, où elle les trouvait tous les deux à couper le souffle. « Je te les enverrai par mail, dit Éléonore, si tu les veux, ainsi que les photos de Lisa. Alan vient la prendre en photo chaque mois jusqu'à son premier anniversaire. Après, il espacera. Je commence à le connaître. Je pense qu'il a une idée derrière la tête. Mais il sait qu'ayant été mannequin à une certaine époque, je ne me laisserai pas piéger, même s'il est devenu un ami. Nous tenons à protéger notre image, et encore plus celle de Lisa. » Le dîner fut aussi l'occasion d'en savoir plus sur les traditions du mariage écossais. Ils avaient déjà découvert que le mariage pouvait avoir lieu n'importe quel jour de la semaine. Et pour Lindsay et David, ce serait jeudi. Mais pas n'importe lequel, puisque c'était le jour de l'été. Selon les coutumes écossaises, ce ne sont pas les parents de la mariée qui offrent la robe, expliqua Lindsay. C'est au marié d'offrir à sa future épouse sa robe pour le mariage. Et la mariée fait cadeau à son mari de la chemise qu'il portera le jour J. C'est ce qu'on appelle le wedding sark. Autre tradition, le marié et ses proches, voire tous les hommes du mariage, portent généralement un kilt de cérémonie, annonça David. Le tartan que j'ai choisi est celui des McKenna, donc les frangins, vous aurez des kilts de ce clan. Sauf François, qui aura un kilt du clan Bruce, puisqu'Éléonore est une descendante de ce clan. Avec le kilt, les hommes porteront la veste noire courte avec des boutons et des décorations en métal, le nœud papillon, les chaussures noires avec les lacets montants et le sporran avec de la fourrure. Demain matin, nous nous rendrons au château d'Acknagar, dans les Highlands, qui est à 20 minutes d'Inverness, où aura lieu le mariage et la réception, et les 2 prochaines nuits, ajouta Lindsay. Pousse, fit Louis. C'est quoi le sporran? C'est une sacoche qui sert aussi de porte-monnaie qui pallie l'absence de poche du kilt. Et surtout, c'est un élément du costume traditionnel masculin des Highlands, dit David. Petite précision, nous avons choisi un mariage laïque avec un célébrant interfaith, c'est-à-dire une personne qui organise des cérémonies entre des personnes de croyances différentes. Cela nous permet d'avoir une cérémonie qui nous ressemble à Lindsay, presbytérienne, et moi, catholique. Éléonore et François se retrouvaient enfin seuls dans leur chambre. Depuis une semaine, ils n'avaient pas arrêté. L'un et l'autre avaient eu un planning chargé et avaient peu de temps ensemble, et lorsque c'était le cas, ils l'avaient consacré à Lisa, qui passait moins de temps à dormir. Elle savait maintenant se retourner sur le dos lorsqu'elle était sur le ventre. Elle commençait à se tenir en position assise, exprimer sa joie lorsqu'il jouait avec elle. François aimait regarder Lisa, qu'elle joue avec ses pieds ou qu'elle mette des choses dans sa bouche. Il aimait même la regarder quand elle dormait. Cette fois, elle tentait de résister au sommeil. Elle commençait à lâcher le mamelon de sa mère, le reprenait en posant ses mains sur le sein pour aspirer quelques goulets encore, le gardait un moment et le lâchait de nouveau. Au bout d'un moment, elle s'assoupit dans les bras d'Éléonore. « Je crois qu'elle dort maintenant, murmura-t-il. Éléonore se leva et la porta doucement dans son berceau. Il la suivit des yeux lorsqu'elle se glissa à côté de lui. Elle portait une chemise par-dessus son soutien-gorge d'allaitement et un shorty. Elle le regarda elle aussi. En l'observant, elle ne put s'empêcher de penser qu'il était l'homme le plus séduisant qu'elle ait jamais rencontré. Il était grand, avec des cheveux blonds plus foncés que les siens, un corps mince mais musclé, bien proportionné à sa taille. Ses yeux étaient du même bleu extraordinaire que les glaciers. Il était cultivé, reconnu dans sa profession. Mais surtout, il avait un charme, une aura qui fascinait la plupart des gens, en particulier les femmes. Il n'avait pas vraiment conscience de son charme, et le bon accueil qu'il recevait toujours lui semblait naturel. Il ne se l'expliquait pas. Il la regarda assise près de lui et se pencha pour l'embrasser. Il sentit la douceur de ses lèvres, glissa sa langue entre elles et Éléonore les entr'ouvrit pour l'accueillir. « Tu es si belle, j'ai beaucoup de chance. »« Moi aussi, j'ai de la chance, répondit-elle. » Il ouvrit grand la chemise qu'elle portait, l'en débarrassa et dégrafa le soutien-gorge, dénudant les 2 seins. François en caressa un, fit courir sa langue sur le mamelon, l'aspira dans sa bouche. Lâchant le téton, François fit remonter sa bouche le long du cou et embrassa à nouveau Éléonore,
avec plus de passion cette fois, et il fut pris d'un désir qu'il n'était pas sûr de pouvoir contrôler. Il s'arrêta, enfouit son visage au creux de l'épaule de sa femme et tenta de se maîtriser. Elle tira sur le t-shirt de son compagnon pour le faire passer par-dessus sa tête. « Cela faisait longtemps, murmura-t-il d'une voix rauque. Tu n'imagines pas à quel point je suis prêt. »« Vraiment ?» dit-elle avec un sourire aguicheur. « Je vais te montrer. » Il enleva ses vêtements. Son boxer était gonflé par le membre qu'il contenait. Il le fit glisser pour libérer sa virilité entravée. Éléonore leva les yeux vers lui et un sourire monta lentement à ses lèvres. François avait connu un temps où la taille de son sexe faisait peur aux femmes. Mais c'était avant qu'elle découvre avec quelle douceur il s'en servait. La première fois, avec Éléonore, il avait craint qu'elle ne soit effrayée, mais il avait rapidement compris qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Parfois, il n'arrivait pas vraiment à croire à la chance qu'il avait. Jamais elle ne s'était montrée timorée ou impassible. C'était comme si elle le désirait toujours autant qu'il la désirait. Le jeune médecin s'agenouilla de nouveau à côté de sa femme et prit le temps d'embrasser de nouveau les mamelons. Il promena ses lèvres sur l'estomac d'Éléonore, glissa jusqu'au nombril, puis jusqu'à la toison pubienne. Il enfonça sa langue dans la fente, savoura le goût familier et chercha le petit bouton. La jeune femme poussa un cri de plaisir quand il le trouva. Il écarta ses cuisses, entr'ouvrit les délicats pétales, aspira le bourgeon érigé, le titilla de la langue tout en glissant les doigts dans l'intimité d'Éléonore pour l'enflammer encore. Elle cria de nouveau lorsque des vagues de feu la parcoururent. Presque trop vite, François sentit l'humidité du sexe de sa belle épouse sur ses lèvres, et son envie d'elle devint si forte qu'il faillit perdre le contrôle. Il se redressa, trouva la fente d'Éléonore et la pénétra de son membre durci, certain qu'elle pouvait le prendre totalement en elle. Elle gémit à chaque fois qu'il ressortait d'elle, entrait de nouveau, et soudain il atteignit le point de non-retour avec un cri de plaisir. Elle arqua le dos, poussa son corps contre le sien. Ils demeurèrent un moment ainsi, secoués de spasmes, puis retombèrent, pantelants. Il demeura sur elle comme elle l'aimait, jusqu'à ce que, craignant de devenir trop lourd, il roule sur le côté. « Je suis désolée que ce soit venu si vite. »« Moi pas, répondit-elle. J'étais aussi prête que toi, peut-être plus. » Au bout d'un moment, Éléonore murmura à l'oreille de François. « Si on le fait lentement, tu crois que tu pourras être de nouveau prêt ?»« Je crois que oui, si tu peux aussi. » Il l'embrassa, lui ouvrit la bouche de sa langue. Cette fois, il n'avait pas envie de précipiter l'issue. Il voulait s'attarder sur le corps d'Éléonore, l'explorer, dénicher les endroits spéciaux qui lui donnaient du plaisir et la laisser trouver les siens. Il fit courir sa main le long de son bras, sentit la peau fraîche tiédir, puis caressa un sein dont le mamelon durcit au creux de sa paume. Il l'agaça du pouce et de l'index, enfouit la tête sous les draps pour le prendre dans sa bouche. Les pleurs de Lisa les firent se redresser et tendre l'oreille. Éléonore et François écoutèrent en silence. Ils pourraient poursuivre leurs explorations si elles se rendormaient. Ils eurent de la chance. Jeudi 21 juin 2001. En fin de matinée, les invités avaient été transportés en minibus au château d'Acknagern, où allait avoir lieu le mariage à 14 heures. Ils étaient passés à côté de la cathédrale d'Inverness avant de quitter la ville pour la campagne toute proche. En à peine un quart d'heure de route, ils étaient arrivés dans le domaine du château, dans son magnifique parc, entouré d'une forêt. Le personnel de l'établissement avait organisé un buffet de sandwichs variés, et les mariés avaient prévu des jeux d'extérieur, tels que croquet, pétanque ou molki, jusqu'à la cérémonie pour ceux qui le souhaitaient. Les familles Vass et Mazzella s'étaient rendues dans leurs chambres respectives pour se préparer, tout comme la mariée. Lisa dormait à point fermé, ce qui laissa à ses parents le temps de s'habiller sans stress. François avait revêtu la tenue imposée par les mariés. En tant que témoin de son frère, il n'avait pas le choix. Après la tenue traditionnelle bavaroise endossée pour l'Oktoberfest l'année précédente, il n'était plus à cela près. Éléonore avait opté pour une robe courte en satin duchesse émeraude, dont le corsage était baleiné avec un décolleté profond en forme de cœur. Le dos de cette robe était absolument magique,
décolleté très profond et décoré avec des beaux détails en perles de couleur vert émeraude. La jupe était aussi très volumineuse grâce à un jupon créé en plusieurs couches de tulle. Le bustier dessinait la silhouette parfaite de la jeune femme, qui portait aussi des sandales à talons et une pochette argentée. Elle portait le pendentif en émeraude offert par François le jour de leur mariage religieux à Ischia, les boucles d'oreilles d'Ussé, la bague en émeraude d'Evas. Ses cheveux, ramassés en un chignon tressé, étaient ornés du peigne d'Ussé, avec des émeraudes. À sa tenue, elle avait ajouté l'écharpe en tartan du clan des Bruce, maintenue par une broche avec une émeraude entourée de diamants que sa mère lui avait donnée. Quand il la vit, François fut subjugué. « Comment fais-tu pour être si belle ? J'en suis sûre maintenant, tu es une ensorceleuse. Et toi, tu es l'homme le plus séduisant du monde. Même en kilt, tu vas faire tourner les têtes de toutes les femmes. » Elle se colla à lui pour l'embrasser. Il répondit avec ardeur à son baiser, mais s'écarta rapidement. « Je préfère arrêter tout de suite, sinon je ne garantis pas que nous serons à l'heure. » Éléonore alla chercher Lisa, qui venait d'ouvrir les yeux et commençait à gazouiller. Elle avait été 1 heure et demie auparavant. Elle ne montrait aucun signe de faim et ne cherchait qu'à jouer. La jeune maman la changea et lui mit la petite robe semblable à celle des petites demoiselles d'honneur. Le bébé se laissa faire très complaisamment. Son attention se portait surtout sur son doudou. François prit sa fille dans ses bras, pendant qu'Éléonore rangeait dans son petit sac assorti à sa tenue un bavoir, de quoi changer Lisa et aussi de quoi réparer les petits dégâts imparables avec un bébé, pour le temps de la cérémonie. Et il descendit rejoindre le reste des invités. En plus des familles franco-italiennes Vas-Mazzella, il y avait maintenant la famille écossaise de Lindsay et tous leurs amis, dont quelques Français. Le couple formé par Éléonore et François fit son effet, comme d'habitude, bien malgré eux. La plupart reconnurent en François un frère du marié, du fait de leur ressemblance. Les seuls à savoir les reconnaître étaient les parents de la mariée, mais surtout Sean, qui répondit aux questions des plus curieux. Le couple l'avait époustouflé. Ils étaient magnifiques tous les deux. Éléonore était sublimement belle, encore plus que la veille. Il dut notamment expliquer pourquoi ces deux-là portaient le tartan des Bruce. La mariée, Lindsay, fit enfin son apparition. Elle était magnifique. La future nouvelle Madame Vasse avait voulu quelque chose qui irait bien avec une courte traîne, et sa robe à manches courtes et en colure bateau avec des détails en dentelle était parfaite pour elle. Son bouquet était composé de roses blanches et saumon, ainsi que de fleurs de chardon et un brin de bruyère blanche en hommage à son pays. Les demoiselles d'honneur, parmi lesquelles Laura, Gabriella et Claudia, portaient de magnifiques robes en mousseline vert sapin, avec une ceinture qui rappelait le tartan des McKenna, et les enfants d'honneur, dont Lucrezia, étaient adorables dans leurs petites robes en dentelle. Quant aux mariés et aux garçons d'honneur, ils portaient les fameux kilts de cérémonie. Le choix du tartan célébrait l'identité, l'histoire et les traditions du pays et rendait hommage au clan de la famille McKenna, ses ancêtres et leur héritage culturel. Pour le marié, ce choix symbolisait surtout son intégration à sa nouvelle famille écossaise. David arborait aussi au revers de sa veste un brin de bruyère blanche, comme celui qui figurait dans le bouquet de Lindsay. Un joueur de cornemuse, le Piper, appela les invités à se regrouper pour la Wedding Walk et prit la tête du cortège, précédant le marié, accompagné de la principale demoiselle d'honneur, qui était une amie de Lindsay, et la mariée accompagnée de François, principal garçon d'honneur. Éléonore avait repris Lisa, mais Jean lui proposa de se charger du bébé. Sean prit d'office le bras de la jeune femme, qui se laissa mener dans les jardins à la française du château pour la cérémonie. Au cours de la célébration eut lieu le handfasting, ou rituel des mains liées, consistant pour les mariés à s'attacher les mains avec un morceau de tartan comme symbole de leur union. Ce rituel, utilisé depuis le XIIIe siècle, servait à l'époque de mariage temporaire, pour être sûr que les mariés pouvaient s'accorder. Il était accompagné de la prononciation des vœux. À l'issue de la cérémonie, les mariés étaient suivis du garçon et de la demoiselle d'honneur, qui marchèrent cette fois-ci côte à côte. Le père de la mariée céda à la coutume du wedding scramble, gage de bonne fortune, et lança alors des pièces de monnaie en l'air, vite ramassées par les enfants. Pendant ce temps, les mariés et le cortège s'éloignaient en direction du lieu de réception.
Les invités furent d'abord conviés à un apéritif sur la terrasse avant de passer à table vers 18 heures. Les mariés avaient fait un mix entre l'heure du dîner écossais de mariage, qui commençait généralement vers 16 heures, et les horaires des franco-italiens plus tardifs. Ils avaient coupé la poire en deux. Le dîner et les discours avaient lieu dans la grande salle de bal voûtée du château, décorée de magnifiques arrangements floraux dans une superbe palette de couleurs. Les mariés partageaient la Loving Cup, ou cérémonie du Quaich, avec leurs invités. Il s'agissait d'un bol en argent orné de 2 anses et rempli de whisky que la mariée fit passer à tous les convives présents. Cette tradition remontait aux belles années des clans écossais et le partage du Quaich symbolisait la création d'une amitié entre plusieurs clans. Éléonore s'était éclipsée un moment pendant l'apéritif pour allaiter Lisa et la changer. François l'avait suivie. Louis, qui avec Claudia discutait avec Laurent, Gabriella et Matteo, ne put s'empêcher de faire remarquer son escapade. « À mon avis, les Lapinous vont en profiter pour prendre un peu de bon temps. J'espère que la baby-sitter qu'ils ont engagée n'arrivera pas trop en avance. Sinon, elle risque d'assister à certaines positions du Kama Sutra qu'elle n'imagine même pas réalisables. » Sa blague, dite en italien, échappa à la plupart des invités à proximité. Mais le mot Kama Sutra, lui, était internationalement connu. Aussi, même les Écossais, qui se trouvaient à quelques mètres de Louis, comprirent de quoi il s'agissait et de qui il parlait en suivant son regard. Quand François et Éléonore redescendirent près d'une heure plus tard, enlacés, leurs yeux brillants confirmaient ce que Louis avait prédit. « Alors, les Lapinous, pratiquent le kilt ? Vous en avez mis du temps. » « Nous avons attendu la baby-sitter, répondit Éléonore avec son sourire éclatant. « Et qu'avez-vous fait en attendant ? » Lisa avait très faim, elle a vidé les 2 seins. « Et son père a joué avec après, je suppose. » « Et plus encore, espèce de jaloux, lui répondit François. « Tu sais que tu peux en faire autant si tu veux. Je suis sûre que Claudia ne dirait pas non. » Et il serra encore plus Éléonore et lui entr'ouvrit les lèvres pour un long baiser. Après le repas, un groupe de musiciens lança le bal ou Ceilidh avec la traditionnelle Grand March écossaise, pour laquelle les mariés s'avancèrent au son des cornemuses et firent le tour de la salle. Ils furent rejoints par leurs garçons et leurs demoiselles d'honneur pour le second tour, par les parents des mariés pour les tours suivants, et ainsi de suite avec le reste des convives. Les mariés en tête s'avancèrent ensuite au centre de la salle, suivis par les autres couples, et partirent vers la gauche, pendant que leurs garçons et filles d'honneur allaient à droite. Les couples suivants les talonnaient, alternant entre la gauche et la droite. Arrivés à l'autre extrémité de la salle, les mariés et le couple formé par l'ami de Lindsay et François se retrouvèrent sur la même ligne pour avancer au centre de la salle, au bout de laquelle les 2 couples allèrent vers la gauche, pendant que les 2 suivants se dirigeaient vers la droite et ainsi de suite. Au final, ce sont 4 couples qui avançaient de front en frappant dans les mains pour acclamer les mariés. Les musiciens continuèrent ensuite avec des danses traditionnelles comme Dashing White Sergeant ou Strip the Willow. Les franco-italiens, en se mêlant aux Écossais, n'eurent aucun mal à suivre les pas très simples. Ensuite, l'orchestre joua des musiques plus internationales. Quand le violon commença à jouer Stand By Me, pendant que tous les convives dansaient un slow, Éléonore et François se mirent à danser leur chorégraphie, mus par le même automatisme. Quand le piano et le violon poursuivirent avec Ti Amo, ils dansèrent leur valse les yeux dans les yeux. Ils étaient seuls au monde. Juste avant le dernier porté, comme à chaque fois, ils furent envahis par leurs émotions et restèrent enlacés quelques secondes, puis reprirent la fin de la valse avant un baiser langoureux. Ils se séparèrent pour danser avec d'autres pendant quelques minutes, mais se retrouvèrent quand le violon joua l'introduction de From This Moment. Éléonore se dirigea vers François, qui l'attendait à l'autre bout de la salle, où l'accord parfait de leurs 2 corps creva une fois de plus les yeux. L'orchestre joua jusqu'à 21 heures, et le relais fut pris par les platines. Sean et Louis trouvèrent le moyen de passer des titres de Michael. Au moment de Beat It, Éléonore se démena sur le titre qu'elle préférait du King of Pop et sur Billie Jean, accompagnée par Claudia. Ils mirent un nouveau titre d'Alicia Keys, Fallin', pour que les jeunes se reposent un peu sur ce qu'ils pensaient être un slow.
Mais Éléonore avait identifié une valse et entraîna François, qui fit preuve d'une belle créativité dans leur improvisation. Cependant, cette chanson lui donnait déjà une idée de chorégraphie, dont elle fit part à Claudia après. Toutes les deux revinrent danser quand elles entendirent la version de Kiss par Tom Jones. Claudia suivit Éléonore sur ce titre. La jeune infirmière retrouva François pour une salsa sur Mambo No. 5, pendant que Claudia y entraînait Louis, moins à l'aise que son aîné. Le Benjamin demanda ensuite à passer Wanna Be Starting Something, espérant qu'Éléonore allait entraîner son frère sur la samba. Il ne fut pas déçu, mais le couple dansa une salsa sur ce titre au lieu d'une samba. Claudia, Éléonore et également Gabriella se déchaînèrent sur Sex Bomb, aguichant leurs compagnons respectifs. François finit d'ailleurs par entraîner sa femme pour un cha-cha-cha sur la fin de ce titre. La chaleur des latins réchauffait l'atmosphère de la soirée. La température ne redescendit pas quand le DJ mit le titre de Britney Spears « You Drive Me Crazy ». Sean et Louis revinrent à la charge avec un titre de Michael, « In the Closet », rien que pour voir Éléonore danser un tango avec son mari. Puis ils remirent Prince avec Cream et les Daft Punk avec One More Time, sur lesquels Éléonore, Claudia, Gabriella et Laura se défoulèrent. Dans la dernière partie du titre du groupe français, Éléonore va rechercher François pour un cha-cha-cha. Ils restèrent collés l'un à l'autre sur une rumba sur Put Your Arms Around Me de Texas. Puis les filles repartirent de plus belle sur It's Raining Men de Jerry Halliwell et All For You de Janet Jackson. Éléonore et Claudia firent même une démo de Street Dance sur It Wasn't Me de Shaggy, avant que la jeune infirmière ne vînt rechercher son François pour un cha-cha-cha endiablé sur Starlight des Superman Lovers, avant un dernier slow sur Supreme de Robbie Williams. Du moins, ils pensaient que ce serait leur dernière danse. Les mariés étaient déjà partis se coucher depuis un moment. Il restait cependant tous les Français et les Italiens et un certain nombre d'Écossais entraînés par l'énergie des Latins. Mais les deux complices en avaient décidé autrement. Louis savait pertinemment que le couple ne résisterait pas à ces deux derniers titres-là. Quand le titre final de Dirty Dancing retentit, ils revinrent tous les deux sur la piste. Pour ce mambo revisité par Éléonore, tout le monde attendait le fameux porté. Il ne l'avait jusque-là jamais fait en public. Quand la jeune femme s'élança, tout le monde retint son souffle. Le porté fut réussi et déclencha les applaudissements. Mais il n'en avait pas fini, et Louis leur fit savoir. « Éléonore, François, vous ne partirez qu'après cette dernière danse, votre danse. » L'introduction de You and I des Scorpions démarra. Éléonore avait retravaillé la chorégraphie pour pouvoir danser tout le titre avec l'amour de sa vie, et si certains éléments de l'original pouvaient y être retrouvés, elle était différente. Certains mouvements, comme des écarts et des sauts, avaient été transformés en portées. Seule la dernière minute était restée inchangée. Les amoureux finissaient toujours sur un long baiser, à l'issue duquel ils partirent en courant vers les escaliers menant à l'étage. Il n'était que 23h45, mais la musique ne pouvait aller au-delà de minuit à cause de la loi écossaise contre le tapage nocturne. Quand ils rejoignirent leur chambre, Lisa dormait profondément. La baby-sitter n'avait eu aucun problème et lui avait donné son dernier biberon vers 23h. Ils lui donnèrent le double du prix qu'elle avait demandé pour le service qu'elle leur avait rendu. Une fois seuls, ils se déshabillèrent mutuellement. Leur dernière danse avait déclenché leur désir une fois de plus. Quand Louis et Claudia remontèrent vers leur chambre juste après minuit, avec d'autres invités qui logeaient au même étage que le couple, tels les Italiens et quelques Écossais, dont Sean, Louis leur fit signe de ne pas faire de bruit. Il s'approcha de la porte du couple. Les gémissements qui se firent entendre ne laissaient aucun doute sur ce qui se passait à l'intérieur. « Les Lapinous sont en pleine activité, et demain matin, je suis sûre qu'ils recommenceront, dit-il tout bas. « Ça m'étonnerait, dit Claudia. J'ai rendez-vous demain matin pour faire du yoga avec Ellie. »« À quelle heure ?»« 9h. »« Ils auront le temps. On parie ? Allez, qui veut parier que demain, entre 8h et 8h30 au plus tard, ils auront remis ça. Ceux qui perdent devront faire 2 fois le tour du parc en courant avant le repas. » Il répéta en anglais pour les Écossais qui auraient voulu miser. Une petite moitié paria contre, et tout le monde alla se coucher. Vendredi 22 juin 2001. Lisa s'était réveillée vers 7h30.
Éléonore l'avait prise entre deux pour lui donner la tétée, pendant que François, accoudé, contemplait ses deux trésors. Quand le bébé eut fini de téter, une bonne vingtaine de minutes plus tard, il se leva pour la changer et la reposa dans son lit avec son doudou. Elle n'avait pas l'intention de redormir et se mit à jouer avec ses pieds. Il rejoignit sa femme qui le regardait avec tant d'amour dans ses yeux verts qu'il se sentit fondre. Il s'allongea près d'elle et l'enlaça pour l'amener sur lui. Le contact de leur peau nue réveilla son désir. François la serra plus fort dans ses bras. Éléonore se pencha vers lui pour l'embrasser. Il lui répondit avec ardeur. Quand elle commença à effleurer son cou avec sa langue, il frissonna. Il était obligé de se retenir pour ne pas répondre à ses avances, ce qui attisait son désir. Les baisers légers d'Éléonore provoquèrent dans tout son corps des sensations électrisantes. Elle déposa des dizaines de baisers sur son cou. Il tressaillit et ferma les yeux, s'abandonnant totalement. Éléonore descendit plus bas, traçant sur son corps de larges cercles, des caresses qui le mettaient au supplice. Elle savait ce qu'il voulait, et s'approcha de son nombril. Quand il sentit la langue de la jeune femme effleurer son membre en érection sur toute sa longueur, François gémit de plaisir. Quand il cria son nom, elle accéléra ses caresses, sentant elle-même l'excitation la gagner. « Ah, mon Dieu, Éléonore ! Éléonore !» cria-t-il quand elle prit son membre à pleine bouche. Elle continua à le caresser ainsi jusqu'à ce qu'elle le sente à la limite d'exploser. Elle s'installa alors au-dessus de lui et le laissa la pénétrer, s'enfoncer profondément en elle, entraînant son plaisir à elle. François ouvrit les yeux pour la regarder et se sentit transporté. Les yeux d'Éléonore étaient fermés, sa bouche ouverte et son visage extasié. Elle avait le dos cambré, ses seins pointaient en avant. François, son membre viril enfoui au plus profond d'elle, semblait prêt à céder sous l'exaltation qui l'avait saisie. Elle se souleva puis redescendit quand il leva les hanches pour venir à sa rencontre. Son désir devint si puissant qu'il n'était plus capable de le maîtriser. « Éléonore, mon amour, oh oui, oui !» Les gémissements de la jeune femme se joignirent aux cris de plaisir de son mari. Elle se souleva une fois encore, et quand elle retomba sur lui, elle le sentit jouir en elle. Il se redressa, la tira vers lui et prit un mamelon dans sa bouche. Après un moment, Éléonore s'allongea près de lui. Il se pencha alors sur elle pour l'embrasser, puis nicha sa tête entre ses deux seins, l'embrassa encore, avant de s'allonger à son tour, totalement détendu. Les cris de François et les gémissements de sa partenaire n'étaient pas passés inaperçus. Quelques-uns des parieurs s'étaient regroupés devant la porte du couple, et parmi eux, Louis riait sous cape. Un certain nombre allaient faire le tour du parc. À 9h, Éléonore rejoignait Claudia dans le parc en brassière et leggings pour leur séance de yoga. Gabriella et Laura s'ajoutèrent au duo. François vint les rejoindre avec Lisa pour la partie méditation. Après cette séance, ils revinrent vers le château, et Éléonore demanda s'il était possible d'utiliser la salle de bal pour une demi-heure grand maximum. Sa demande, faite avec son sourire le plus désarmant, fut satisfaite. Éléonore alla chercher ses CD et commença à danser devant Claudia, Gabriella, Laura et François, afin de montrer ses idées pour la chorégraphie qu'elle avait commencé d'imaginer sur Fallin'. Les mouvements étaient très techniques et demandaient une extrême souplesse et énormément de précision. Éléonore et Claudia discutèrent un moment de la chorégraphie. La jeune Allemande la trouvait trop complexe pour ses élèves, mais elle souhaitait la tester en studio d'abord. « Je t'enverrai un enregistrement dès que je l'aurai finalisé. Peut-être que je peux la simplifier. J'ai d'autres idées. Attends, et si je fais ça ?» Elle recommença en changeant quasiment tout, en complète improvisation. La fin parut tout aussi complexe à Claudia. Ni l'une ni l'autre ne s'étaient aperçus que pas mal de curieux s'étaient introduits dans la salle, que ce soit des invités du mariage ou du personnel du château. « Je continuerai à la travailler. De toute façon, ça va être les vacances d'été et tes cours vont s'arrêter un moment. Je t'enverrai aussi une chorégraphie sur Adagio de Lara Fabian qui pourrait t'intéresser pour tes élèves. Je te la montre vite fait. » La musique d'Adagio, dans sa version italienne, attira quelques curieux supplémentaires. La chorégraphie était encore plus complexe que celle de Fallin', avec de multiples développés, des pirouettes et des fouettés à n'en plus finir. Le niveau technique était encore plus élevé et pourtant, Éléonore semblait danser sans effort apparent. Et cette danse, une fois de plus,
avait été inspiré par son cher et tendre. Il ne s'y trompa pas. Éléonore dansait et elle vivait aussi sa danse. Si Claudia fut touchée par le langage corporel, François, Gabriella et Laurin le furent aussi par les paroles. Le groupe fut sorti de ses pensées par des applaudissements et des spectateurs qui réclamaient encore une danse. « Ok, un extrait, dit Éléonore. Elle mit un autre titre que tout le monde reconnut, « What a Feeling », le titre phare du film Flashdance. Ils se regardèrent tous. Même François ne l'avait jamais vu danser cette chorégraphie mondialement connue. Et pourtant, elle la connaissait sur le bout des pointes de pied. Elle était vraiment capable de tout danser, y compris la breakdance. « Et maintenant, terminé, dit-elle. Nous n'avons toujours pas pris notre petit déjeuner tous les 5. À plus tard. » Heureusement, le personnel était très attentionné et leur amena un breakfast. Depuis qu'il était descendu rejoindre les filles pour la méditation, François portait Lisa en écharpe, et elle dormait contre son père. Elle se réveilla au moment où il allait déjeuner. Nonna vint chercher le bébé qui l'accueillit avec un grand sourire. « Je te la ramènerai si à la fin, » dit-elle à Éléonore. Alors qu'ils étaient en train de prendre leur breakfast, ils virent tout un groupe passer en courant sous le contrôle de Louis. « Où est-ce qu'ils vont tous comme ça ? C'est une nouvelle coutume écossaise post-mariage » demanda Éléonore. Claudia fut prise d'un fou rire et faillit s'étouffer. « Attends, je vais t'expliquer. Louis a lancé un pari hier soir avec certains invités. »« Un pari sur quoi ? » ?»« Eh bien, ça vous concerne. Disons qu'hier soir, quand nous sommes montés nous coucher, vous étiez en train de... Vous voyez ce que je veux dire ? » ?»« Oui, nous voyons très bien, dit François. Et ensuite ? » ?»« Eh bien, Louis a parié que vous recommenceriez ce matin entre 8h et 8h30. Et tous ceux qui étaient présents ont parié oui ou non, répondit Claudia. Donc, si j'ai bien compris, ceux qui sont partis courir ont perdu leur pari, dit François. Oui, et Louis t'a clairement entendu crier le nom d'Éléonore au moment où... Je n'en dirai pas plus. Éléonore et François se regardèrent et éclatèrent de rire à ne plus pouvoir s'arrêter. Tous les deux savaient exactement à quel moment le jeune homme avait crié et pourquoi. Leur hilarité s'était propagée à leur petit groupe. Les mariés eux-mêmes vinrent leur demander pourquoi ils riaient tant. Il fallut tout leur réexpliquer. Quand Louis revint avec sa troupe de perdants, il ria toujours. Il s'arrêta pour leur demander le motif de cette hilarité générale. Seule la mariée parvint à lui répondre. « C'est à cause de ton pari. Méfie-toi, leur vengeance sera terrible. Et si tu veux tout savoir, c'est Claudia qui a vendu la mèche. » La fête s'était poursuivie jusqu'au samedi avec des déjeuners en plein air et l'exploration de cette belle région des Highlands. Le personnel était si attentionné que rien n'était trop leur demandé, et ils donnèrent de bons conseils sur les belles promenades locales et les excursions en bateau sur le Loch Ness. Tous devaient repartir le samedi en tout début d'après-midi. Leur avion pour Roissy-Charles de Gaulle décollait à 15h55. Les Italiens venaient passer quelques jours à Ménilénard chez Jean et Chiara. Ils allaient pouvoir parler du prochain mariage de Laurent et Gabriella à Rome. Ce serait aussi l'occasion pour la jeune Italienne de caler des rendez-vous au CHU pour son prochain poste. Claudia allait également rester quelques jours à Rouen chez Louis. Quant à Éléonore et François, ils reprenaient tous les deux le travail dès le lundi.